Emmanuel Macron a réussi, par la complicité d'un système médiatique, à choisir très en amont le thème de la campagne, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la peur. Nous avons une dérive oligarchique et une destruction de l'équilibre des pouvoirs de la Ve République, une république bananière. C'est terrible d'avoir un pays qui a le statut d'une colonie et de maintenir un système électoral dedans. Enfin, tout le monde se rend compte que c'est du foutage de gueule. Soit la société se recoagule face aux tyrans, soit la société se détruit, c'est-à-dire tous les liens sociaux se détruisent, et là, hélas, c'est la fin d'un monde. Là, pour le coup, c'est la fin d'une civilisation. C'est possible. C'est du moins le projet de ces gens-là. Bonjour Pierre-Yves Géron. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes juriste de formation, vous êtes aussi président fondateur du groupe de réflexion Le Cercle Aristote, fondateur et directeur de collection de la maison d'édition Perspective Libre. Alors aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur l'élection présidentielle qui a vu Emmanuel Macron être réélu au second tour face à Marine Le Pen, et puis aussi évoquer les prochaines élections législatives qui arrivent au mois de juin. Alors, première question, quel regard vous portez sur le résultat de l'élection présidentielle? Quelle est votre analyse et quels sont les principaux clivages que cette élection a mis en lumière? Alors, nous étions face à une campagne courte, qui sont, dans la Ve République, les campagnes de deuxième présentation du président sortant. Comme en 2002, comme en 88, etc., etc. Bon. Donc ce sont des campagnes généralement sans attrait, pas terribles. D'ailleurs, c'est parmi les pires élections les pires élections de l'histoire de la Ve. Et celle-là a été certainement l'une des pires élections de l'histoire de la Ve. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a réussi, par la complicité d'un système médiatique, à choisir très en amont le thème de la campagne, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la peur. Et il est passé de crise en crise pour vendre la peur. Donc la peur du Covid, la peur du pop-off, la peur du fascisme, évidemment, parce que ferions-nous sans, etc., etc. Et malheureusement, une partie de ses adversaires lui ont emboîté le pas. Et donc ont participé, sans nécessairement le vouloir, à sa réélection. Le constat est assez simple. Nous avons, dans cette élection, nous avons une défaillance totale du système institutionnel français, c'est-à-dire que nous avons une dérive oligarchique et une destruction de l'équilibre des pouvoirs de la Ve République, une république bananière. Ça s'est illustré par la campagne de rediabolisation de l'entre-deux tours, ça s'est illustré par des violations de base de la démocratie, les problèmes de temps de parole, les problèmes d'utilisation de l'appareil judiciaire. Donc la France est malheureusement un État en voie d'effondrement. D'ailleurs, c'est d'un côté, comme dirait l'autre, Emmanuel Macron ne sera jamais chef d'État parce qu'il n'est pas chef et il a détruit l'État. Donc voilà où nous en sommes institutionnellement. Nous avons un clivage sociologique, c'est-à-dire que le pays est coupé en quatre, enfin, est coupé en une grosse partie et trois petites parties autour. La grosse partie, c'est abstention plus non-inscrit, 28 dans un cas, 13 dans l'autre, ce qui fait quand même 41% du corps électoral. Et de l'autre, trois parties exprimées, une partie, alors à grands traits, socialisante, une partie globaliste et une partie nationale, la partie globaliste étant principalement faite des inactifs et qui essayent de faire valoir leurs fonctions privilégiées et parasitaires au sein de la société, particulièrement les retraités. Donc résultat, vous avez le clivage de ceux qui créent de la richesse et le clivage de ceux qui la pompent, qui sont en frontal. Ça ne peut pas tenir. Voilà, pour moi, ce qui est ressorti de ces élections, c'est-à-dire que nous entrons dans une segmentation
de plus en plus radicale de la population, ça se voit sur les cartes, c'est-à-dire que vous avez les coins macronistes qui sont plus macronistes qu'avant et les coins un patriotes qui sont plus patriotes qu'avant. La dynamique fait que les jeunes se sont plutôt bien tenus, là où les vieux vendent le pays, c'est-à-dire que la génération Sauterelle, qui est quand même la pire génération de l'histoire de l'Occident, alors qu'elle n'a rien vécu, ni guerre, ni reconstruction, ni quoi que ce soit, mais qu'elle vendra l'avenir de ses enfants juste pour avoir un coussin un peu plus moelleux, eh bien, fait ce que un journaliste anglais avait nommé le cauchemar gérontocratique de la France, et ça ne peut que mal se finir. Ça ne peut que mal se finir. Là, Emmanuel Macron a eu la trahison des sociotraîtres pour se faire réélire, mais tout le système dans son entièreté, c'est-à-dire la génération Sauterelle, la force des médias, les traîtres de chez Mélenchon, les traîtres de vocation que sont les Républicains, eh bien tout ça, ça ne fait que 58%. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a réussi à perdre des voix et à perdre des pourcentages, avec toute la force d'un système qui n'est d'ailleurs, comme je l'ai dit chez Berkoff et je le maintiens, n'est plus un système fort, est un système lourd, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et quel regard est-ce que vous portez justement sur la stratégie qui a été mise en place par les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Et est-ce que le débat de l'entre-deux tours a pu peser selon vous? Non, le débat de l'entre-deux tours n'a pas pesé parce que les deux candidats ont été sur des angles qu'ils estimaient être inédits pour chacun d'eux. Emmanuel Macron a deux manières de faire un débat. Et là, il a switché, c'est la première fois qu'on le voit faire ça, de l'une à l'autre, selon les thématiques. Emmanuel Macron soit joue l'hystérique, soit joue l'assassin. Rappelez-vous du débat d'anthologie de 2017. C'est-à-dire, il vous attend et il vous tire dessus sur des détails techniques, tout simplement parce qu'en fait, il joue le sale gosse qui récite sa leçon. Et là, il a switché entre les deux. Rappelez-vous, Pierre Gentillet a très bien souligné ça. Au début du débat, il est presque accommodant. Donc ça, c'est un rôle de composition. Il essayait d'être humain, ce qui est normal pour un individu qui est entièrement plastique. Le problème, c'est que Emmanuel Macron a essayé le rôle de composition du gentil dans les 10 premières minutes. Et ensuite, dès que c'est passé sur l'Ukraine, il est redevenu l'hystéro. Vous avez remarqué ? Marine Le Pen, parce que ce sont les mêmes équipes qui ont fait les deux débats qu'elle a fait, les mêmes gens qui lui ont dit mort, maintenant lui ont dit tu te couches. Bon, elle s'est couchée. Très bien. Pour paraître la personne normale, disons qu'elle a tenté de faire du marinisme révolutionnaire comme il y a eu du hollandisme révolutionnaire. C'est-à-dire, je préfère être normal qu'anormal, disait ce grand métaphysicien du scooter qui était François Hollande. Et bien, Marine a essayé d'être plutôt normale face à la normale. Le problème, c'est que nous avons retrouvé à la fin, dans des proportions moindres qu'en 2017, le duel de la suffisance et de l'insuffisance. Qui, je pense, parce que ce débat était chiant à mourir, qu'il a été le débat le moins suivi de toute l'histoire télévisée de la Ve République, eh bien, c'est simple, il a battu en longueur et en nullité l'espèce de tango amoureux que s'étaient octroyé Jospin et Chirac en 1995, alors qu'avant, un débat présidentiel, il y avait des punchlines, il y avait des trucs, quoi. Si vous voulez, vous n'avez pas le monopole du cœur, vous êtes l'homme du passif, enfin, si vous voulez, ça tirait à balles réelles. Là, ça a été quelque chose de long et de pénible, qui, je pense, n'a fait ni perdre, ni octroyer de voix, ni à l'un ni à l'autre, qui a gelé les scores, et ce qui a fait bouger vers Emmanuel Macron, c'est avant tout que Jean-Luc Mélenchon a décomplexé son électorat dans la trahison, en leur promettant l'imbécilité de l'élection du Premier ministre ou législative, qui n'est rien de plus qu'une astuce pour pouvoir s'excuser d'avoir été un social traître. Alors, on reviendra tout à l'heure sur effectivement les positions de Jean-Luc Mélenchon. Certains commentateurs estiment que de toute façon, Marine Le Pen n'a jamais eu la moindre chance de remporter l'élection présidentielle, voire même qu'elle jouerait en quelque sorte le rôle d'épouvantail.
Dans son discours, d'ailleurs, le soir du 24 avril, Éric Zemmour avait insisté sur le fait que c'était la 8e défaite qui frappait le nom Le Pen. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Marine Le Pen a été à la hauteur de l'enjeu? Est-ce qu'elle avait vraiment la volonté de l'emporter? Ou est-ce qu'en effet, elle n'est là que pour jouer le rôle de faire valoir? À titre personnel, j'ai jamais cru à la volonté du clan Le Pen de gagner. Néanmoins, je pense qu'il faut respecter... c'est là où je ne suis pas d'accord en termes de formulation avec ce qu'a dit Zemmour. Sur le constat, il est évidemment juste. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que l'électorat populaire, qui est un électorat très fidèle, essaye de maintenir sa fidélité à l'organigramme du Rassemblement national, alors qu'il ne croit pas profondément à la victoire de Marine. Il ne faut pas oublier que le vote Front National a d'abord été un vote d'opposition, a été un vote d'adhésion par la magie d'un homme, qui est Florian Philippot, parce que c'est lui qui avait totalement changé les cadres de communication du Front. Et pour avoir vu cette campagne, la campagne de 2017 vue des bases, était une vraie campagne d'adhésion. Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens de la classe moyenne et du haut de la classe moyenne arrivaient en masse, et tous ces gens sont repartis. Aujourd'hui, le vote Front est un vote de dépit. Mais il faut respecter les 42% de suffrages exprimés parce que le peuple a choisi cet étendard-là. Il ne faut pas essayer de leur faire de la pédagogie comme le système veut leur faire en essayant de les normaliser. Il faut, je pense, avant tout, essayer d'apporter notre pierre à la conscientisation des masses. Et c'est cette phrase, anarcho-syndicaliste que j'aime bien, donner à l'ouvrier la conscience de son propre malheur. Pour justement que ça finisse par se ressentir dans le rapport qu'une partie du peuple a vis-à-vis du Rassemblement national. Je ne pense pas que l'attaque directe soit le meilleur angle, et je pense particulièrement quand on a comme vice-présidente Marion Maréchal. Il faut faire attention quand on dit le nom Le Pen est entaché de la défaite, parce que, bon, elle l'a fait retirer le nom Le Pen, mais pour tout le monde, elle s'appelle Le Pen. Donc, ça, là aussi, un camarade Gentillet l'a souligné il n'y a pas longtemps, il avait raison. Le problème, c'est d'essayer de faire dialoguer la grande famille nationale. Parce que là, nous sommes face à un homme qui se veut l'annihilateur de notre pays et que les Français ne comprennent pas nos querelles. Et d'un côté, ils ont raison, ils assument le principe de réalité, ils ont un travail, ils ont des gosses. Ils ont d'autres choses à foutre que de nous regarder nous engueuler. Même si parfois il y a du fond dans ces engueulades. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que même si elle ne veut pas gagner, ce n'est pas en le disant à tue-tête qu'on va faire une force d'opposition crédible. Alors, dans son discours après l'annonce des résultats du second tour, Marine Le Pen a d'ailleurs expliqué que les idées que représentait son parti arrivaient à des sommets, et elle a estimé que le score qu'elle avait obtenu, qui était effectivement supérieur à celui de 2017, 2,6 millions de voix en plus, était un bon score. Elle a parlé d'une éclatante victoire. N'allons pas trop loin. D'une forme d'espérance aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'elle a raison de faire preuve d'optimisme, ou est-ce qu'elle devrait au contraire peut-être tirer les leçons de cette... De toute façon, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas, elle veut rester sur scène, parce que c'est la scène, à mon avis, qui la motive le plus. La scène et les avantages pécuniaires de la fonction. Donc, ça ne sert à rien de demander qu'elle tire des leçons, elle ne tirera pas de leçons. Le problème, c'est que oui, nos idées avancent, mais nos idées avancent pas par elles, mais malgré elles. Objectivement, tout ce qui devrait être fait pour que nos idées avancent, création d'un appareil local crédible, essayer d'aplanir, de créer des équipes crédibles et d'aplanir les divergences au sein de la famille nationale. Je rappelle que la Constitution de la Ve République
fait régner en coalition, nécessairement. Bon. Et là, on ne veut pas entendre parler de coalition avec qui que ce soit. Donc on se maintient strictement dans la minorité. Et tout ça n'est pas fait. Donc, c'est-à-dire que nos idées avancent par le malheur social, mais pas par le projet, pas par les équipes, pas par la structuration. Nos électeurs sont gentils, hein. Ils ne sont pas exigeants. Parce qu'on n'est pas loin du foutage de gueule quand même. Et ça, c'est triste. Voilà, c'est triste. Et ça va nous coûter très cher, et ça va coûter très cher à la cause. Parce qu'à un moment, il faut quand même se rendre compte que le Rassemblement national, mais tout comme tous les autres partis, moi, la partitocratie ne m'a jamais intéressé. J'estime que le problème des partis politiques, c'est qu'ils abêtissent une partie des hommes les meilleurs d'une cause. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ils font entrer dans un esprit, disons, du militant plan-plan qui est un con par construction. D'accord ? C'est-à-dire la voix du parti. Je crois que vous aviez dit d'ailleurs dans un entretien que l'intelligence n'était pas forcément la bienvenue dans les partis politiques, et notamment... Là, objectivement, là, je ne fais que suivre la grande Simone Veil. Hein. Les partis politiques, moi, si vous voulez, moi je suis un gaulliste orthodoxe. La notion de parti politique est quelque chose pour laquelle j'ai la plus grande méfiance. Aujourd'hui, nous n'avons que des partis à l'américaine qui sont des écuries pour juste empiéter sur de l'argent public. Et à titre personnel, je trouve que oui, ce sont les structures qui nuisent le plus à l'intelligence humaine. Et dans un pays comme la France, qui est un pays qui a besoin de concorde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'un pouvoir fort, et de circulation des élites, eh bien, de multiplier des coteries pour, avant tout, des trucs de basse boutique, eh bien, c'est encourager notre peuple à l'avachissement et à l'effondrement. C'est ce que disait le général de Gaulle. Quand on les traite, les Français, comme ça, ils prennent un raccourci vers le bistrot. Alors, on a eu plusieurs responsables politiques qui ont appelé d'ailleurs directement ou indirectement pendant l'entre-deux-tours à voter pour Emmanuel Macron. Bien sûr. Pécresse, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le Front républicain a encore de beaux jours devant lui, selon vous ? Le vote veto, c'est le vote des 70 ans. C'est-à-dire que c'est les derniers qui y croient. Hein, ce sont les antifascistes de confort. Dans toutes les parts actives de la population. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, ça s'effondre. Je vais vous donner un exemple. Et ça, d'un côté, c'était la vraie dédiabolisation qu'avait créé Florian Philippot. On se méprend sur le thème des diabolisations. Il y a deux dédiabolisations. La dédiabolisation professionnalisation, celle que voulait Florian, et la dédiabolisation notabilisation, celle que veut le Front aujourd'hui. C'est-à-dire pas très compétent, mais apte à ne pas trop effrayer la bourgeoisie. Donc, résultat, devenir son épouvantail. Bon. Or, le problème, soyons clairs, c'est que cette dédiabolisation, la dédiabolisation professionnalisation, donne aujourd'hui ses fruits. Vous vous rappelez peut-être de la quinzaine antifasciste contre Le Pen, père, en 2002. Hein, on avait ressorti les chansons idiotes, No Passaran, tralala. Plusieurs dizaines de milliers d'écoles et d'établissements supérieurs bloqués. Grâce entre autres à ce qu'a fait Florian, le nombre est tombé à moins de 400 la dernière fois. Et là, pour le coup, on est passé à moins de 20. Alors, ça a fait rigoler avec un Normal Sup et Sciences Po, si vous voulez, de tous ces gens qui se battent contre le fascisme et contre la dyslexie en même temps. Et vous voyez bien que ça prend plus. Vous savez ce que c'est ? C'est de la parodie. C'est-à-dire le stade suprême de la société du spectacle.
La société du spectacle, c'est de la vie qui imite de la vie. La société de la parodie, c'est de la vie qui imite de la mort. Et bien là, vous avez... C'est une chanson de Bruce Springsteen, hein, Dead Man Walking, l'homme mort qui marche encore. Et bien vous les avez vus, les hommes morts, les hommes soja morts qui marchent encore. Et vous les avez vus. Tristounet. Or, évidemment que ça repose sur une génération qui, pardonnez-moi l'expression, est plus proche du cimetière que du service militaire. Donc, c'est mécanique, ça c'est la mécanique biologique qui va jouer son œuvre. Évidemment que ça ne marche plus. Alors vous me direz, il y a l'armée de réserve de l'immigration, ça c'est la grande peur de la droite. Si vous voulez, je peux le traiter maintenant, on peut le traiter après, mais pour l'instant, l'armée de réserve de l'immigration ne s'est pas levée. Elle ne s'est pas levée. L'immigration, son premier trait électoral, c'est l'abstention, et de très loin. Alors vous me direz, oui, mais Roubaix, parce que Roubaix, c'est le grand remplacement des remplacés-remplacistes. Oui, Roubaix, Mélenchon fait des scores, oui. Mais en nombre de voix, ça fait beaucoup ? Non. Prenez l'exemple de la Seine-Saint-Denis, prenons l'exemple du 93. Théoriquement, le 93, c'est plus la France, hein. On est d'accord ? Bon, pour toute la droite. Bon. Les scores d'Emmanuel Macron dans le 93 et les scores de Jean-Luc Mélenchon sont dans la partie qui est en voie de genderisation. Dans des villes qui sont théoriquement remplacées, je pense à Montfermeil ou à d'autres, en réalité, il y a encore des poches nationales, déjà, ce que vous pourrez appeler des trous de mythe, si vous voulez, des trous dans la raquette. Et deuxièmement, le nombre de votants. Je ne dis pas que les barbus ne veulent pas la subversion électorale, etc., mais je pense que de toute façon, ils ont déjà du mal à monter des élections municipales. Parce que je rappelle que l'une des seules listes islamistes, c'était la liste de Grigny, et aux dernières municipales, elle a fait 13. Donc pour l'instant, ils n'arrivent pas à prendre des villes où ils sont théoriquement majoritaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre, je ne dis pas qu'ils ne sont pas dangereux. Moi, j'ai publié des ouvrages sur ces gens-là, Psychanalyse d'Allah et autres. Donc je me suis retrouvé en face, disons, de gens qui vous menacent assez facilement. Donc on ne vienne pas me dire, oui, mais c'est un vrai problème. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis juste que aujourd'hui, ce qui a fait le vote Mélenchon, ce n'est pas les djellabas, c'est les Sarwell. D'accord ? C'est les bobos quinoa, c'est pas les barbutes à la menthe. Voilà. Donc, ne nous trompons pas de menace. L'homme soja est toujours supérieur en termes de menace anthropologique pour l'instant à Mokhtar et à son tapis. Donc, ce sera peut-être pas toujours le cas. Et je pense d'ailleurs qu'à terme, l'alliance de l'homme soja et de Mokhtar ne va pas si bien se passer que ça. Mais sortons, si vous voulez, du fantasme de la droite. Parce que nous avons fait des campagnes de droite de fan-service et que nous sommes en train de tourner sur nous-mêmes avec des discours sur des faits importants, mais des faits dont l'angle quasiment sectaire que nous prenons dessus nous isole du reste de la population. Et ce qui explique une partie de notre défaite. Alors vous évoquiez l'abstention. On a à peu près 13,6 millions de Français, soit 28% des inscrits, qui se sont abstenus le 24 avril. Plus les non-inscrits, ça nous porte à 17 millions de Français quand même. Voilà, et on a aussi plus de 3 millions de votes blancs ou nuls, donc à peu près un peu plus de 8%, 8,6% des C'est inscrits. gigantesque. Légèrement inférieur à 2017 où on était à environ 10%, mais ce qui reste effectivement un nombre énorme. Quelle conclusion on peut en tirer selon vous ? Est-ce que le refus de participer à la vie politique, finalement le désir aussi peut-être de certains de sortir du jeu, de se mettre en retrait, est-il une solution ? Évidemment, ce n'est pas une solution en soi. Je le dis à mes amis qui me disent de toute façon ça ne sert à rien. J'ai écouté les enfants, c'est le terrain qui détermine la mission. Quand des marins combattent à terre, ils deviennent des fusiliers marins. Quand des fantassins montent sur un bateau, ils deviennent des fantassins de marine. C'est le terrain qui détermine la mission. Bien évidemment, et ça a été une grosse erreur, nous avons déserté des tas de terrains pour nous mettre sur le jeu électoral strict. Et là,
pardonnez-moi de rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui est Florian Philippot, qui nous a fait revenir dans la rue. Parce que moi, le nombre de nationaux qui me disaient, de toute façon, on ne peut pas aller dans la rue, les Français nous détestent. C'est drôle d'ailleurs, on aime la France, on pense que tout le monde nous déteste. Tout le monde nous déteste. C'est drôle, alors que nous, on se donne pour le pays. On a exactement le même rapport aux Français que l'armée française. L'armée française ne se rend pas compte qu'elle est l'institution la plus aimée des Français, elle pense que tout le monde la déteste, et donc résultat, elle ferme sa gueule. Ben, nous, c'est pareil. Moi, le nombre de gens que j'ai entendus, je vais fêter mes 18 ans de métier, mes 18 ans de cause cette année, qui m'ont dit, de toute façon, on n'ira plus jamais dans la rue, de toute façon, les gens nous détestent, ils vont nous balancer des pots de fleurs, enfin, c'est Ma moralité, lui, il a mis dans la rue des camarades toutes les semaines, pendant 17 mois. Est-ce que... Et alors après, on me dira, oui, mais qu'a-t-on obtenu ? Oui, mais on a obtenu une chose simple. Moyenne de vaccination des enfants européennes, 30%. La France, 5%. Voilà ce qu'on a obtenu. Alors, comme dirait l'autre, merci qui ? On me dit, oui, mais on n'a pas obtenu de trucs positifs. Oui, mais on a empêché le pouvoir de faire ce qu'il voulait, ce qui était à la base la picouse obligatoire pour les mômes. Ce qui était son plan à la base. Parce qu'ils disent, ça va mal passer. Oui. Voilà à quoi ça a servi. Alors après, vous avez les gens qui sont des éternels feignasses, pour qui le travail des autres ne sert à rien, ce qui les autorise à être dans le non-mouvement. Bon, ça... Mais ces gens-là, on les a quantifiés sociologiquement. C'est-à-dire les gens qui disent, moi, non, je n'ai rien à foutre du devenir social. C'est 6% des abstentionnistes, équitablement répartis entre gens de droite et gens de gauche. Les autres, ils ne se reconnaissent pas dans l'offre électorale. Et ça, c'est notre faute. C'est notre faute. Premièrement, on ne leur demande pas ce qu'ils veulent. Il y a des tas de thèmes où notre intelligentsia est prête et où nos partis n'ont rien fait. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Nous avons des programmes écologiques prêts. Des programmes écologiques intelligents, il y a des gens, il y a Bertrand Alliot, il y a Philippe Murer, il y a des gens qui travaillent. On l'a fait ça ? On l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que l'écologie, c'est un truc de gauche terminé. Or, le problème, c'est qu'il y a des milliers de Français qui sortent du système par l'écologie chaque année, pour faire de la permaculture, etc. Pourquoi on ne veut pas entendre le message du corps social ? Michel Maffesoli a raison sur un point. Enfin, sur plusieurs points, mais surtout sur celui-là. On fait des projets comme à l'époque des grandes technocraties. Mais quand vous avez des blocs lainés, vous pouvez faire ça. Quand vous avez les hommes comme Jean-Jacques Bonneau qui était au plan du temps du général, vous pouvez faire ça quand vous avez des grands mecs. Mais aujourd'hui, quand vous... mais quand vous avez Bruno Le Maire, ça ne sert à rien de faire des projets. Vous avez un type anthropologique d'homme qui est incapable de les porter. Eh bien, utilisez la société telle qu'elle est. Elle est devenue réticulaire et horizontale. Donc là, il ne faut pas des projets, il faut des visions. Je pense que là, sur ce point-là, Maffesoli a tout à fait raison. Le projet, c'était les grands technocrates qui étaient dans une optique, si vous voulez, de tirer la société avec eux. Bon, c'est une vision qui aujourd'hui n'est plus ce que demandent les populations. Or, comment vous voulez qu'on sorte ces gens de l'abstention ? On ne va pas au contact de ces gens. On n'a pas de mesure choc pour leur parler. Je vais vous en donner une. Le vote contre tous, qui est une vieille habitude russe, c'est-à-dire ce qu'on appelait le vote noir. Enfin, d'ailleurs, qui n'a pas été que noir, comme me le rappelait mon camarade Bessonnet, il a aussi été rouge à l'époque impériale. C'est-à-dire que dans une élection, vous pensez que vous n'êtes pas représenté, ça peut même se coupler avec le vote obligatoire, vous mettez un bulletin noir. Si le bulletin noir est majoritaire, l'élection est annulée, les candidats sont invalidés, et ils ne peuvent pas aller à la prochaine élection. Et là, vous obligez les partis politiques à prendre en compte qu'il y a une population. Et là, vous pouvez leur dire, voter est un devoir civique. Alors que là, si vous voulez, vous ne pouvez pas leur dire. Vous ne pouvez pas leur dire parce qu'en plus, comme vous avez retiré la souveraineté au pays, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. La preuve, Macron réélu, là, il va aller prendre ses ordres à Berlin. Bon. Il n'y a pas d'enjeu.
Si vous voulez, c'est terrible d'avoir un pays qui a le statut d'une colonie et de maintenir un système électoral dedans. Enfin, tout le monde se rend compte que c'est du foutage de gueule. Tout le monde s'en rend compte. Et nous, malheureusement, on ne va pas au contact de la population, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a calqué, ça je l'ai dit chez mon camarade Greg Tabibian, je suis l'avantage, je sais que je suis souvent d'accord avec moi-même, hein, j'essaie d'être constant. Quand nous étions en campagne, notre modèle c'était Emmanuel Macron. C'est-à-dire on va faire du en même temps comme Macron, il faut trouver un Macron de droite, etc. Macron il a les sponsors. Nous on a les sponsors. La seule chose qu'on ait, c'est le peuple. C'est tout ce qu'on a. Il nous a sauvé les miches en 2005. Et c'est tout ce qu'on a. On n'a pas les sponsors. Ah, on y a cru à Bolloré. Mais Bolloré, il a son propre agenda. Et je ne suis pas totalement certain que ce soit un agenda national. Macron, il a les sponsors. Et les sponsors, on ne les aura jamais. Parce que la haute bourgeoisie française, ce n'est pas la haute bourgeoisie américaine. La haute bourgeoisie française, elle veut vendre son pays, elle ne veut pas le servir. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas aux États-Unis. Donc, le problème, c'est que nous avons déserté le fait d'être au contact des populations parce qu'on croyait qu'on allait faire comme Macron, c'est-à-dire des campagnes entièrement à distance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas besoin d'appareil, on n'a pas besoin de rôle social, et bien à la fin, c'est les 8% qui manquent. Pas de bol. Et justement, par rapport pendant l'autre tour, on a beaucoup de médias nationaux qui ont pris position et qui ont fait valoir justement le risque que représentait selon eux l'accession de Marine Le Pen à la présidence de la République, en expliquant que voilà, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir était une menace pour le pays, bien sûr. en matière de liberté, de cohésion. Oui, non, c'est évident. Quel regard vous portez justement sur l'attitude de la presse en général pendant cet entre-deux-tours, et est-ce qu'on peut qualifier le Rassemblement national de parti d'extrême droite? Non mais attendez, extrême droite, d'ailleurs, tout comme l'expression extrême gauche, pour l'universitaire que je suis de base, comme historien des idées politiques, ça ne veut rien dire. Et le problème, souvent, c'est que mes collègues pensent que ça ne veut rien dire pour l'extrême gauche, mais ça veut dire quelque chose pour l'extrême droite. Ça, par problème cognitif. Un mec de l'Action française et un néo-païen européiste post-collaborationniste n'ont rien à voir ensemble. Rien à voir ensemble. Pas plus d'ailleurs qu'un pabliste de la LCR et un lambertiste à poil dur. Rien à voir ensemble. D'ailleurs, historiquement, ils se sont plus mutuellement envoyés à l'hôpital que nous ne les avons envoyés à l'hosto. Bon, donc j'aimerais qu'on respecte, moi, ce qui me choque profondément, mais ça peut-être parce que là-bas je suis un rat de bibliothèque. Quand je lis un texte libertarien, ce que je ne suis pas, ben j'essaye de le lire avec exactement la même méthode que quand je lis un texte marxiste ou quand je lis un texte écrit par les miens. Et d'avoir la même grille de critique. Or, personne, et c'est pour ça d'ailleurs que la démocratie est en train de mourir en Europe de l'Ouest, c'est qu'on pense que la démocratie est un système institutionnel. Or, il y a un grand théoricien de la démocratie que personne ne cite jamais, qui est Giovanni Sartori. La démocratie, c'est aussi un esprit. C'est-à-dire que, dans la sphère publique, je dois prendre en compte vos idées parce qu'à la fin, on devra arbitrer, parce que théoriquement, la démocratie repose sur la raison. Or, aujourd'hui, plus personne ne fait confiance à la raison. Plus personne. Mais attention, ce n'est pas la raison raisonnante, etc. Il faut prendre en compte le rapport au mythe, le rapport à l'émotionnel. Ça aussi, d'un côté, ça fait partie d'une démarche raisonnable. Il est du domaine de la raison de ne pas croire dans le caractère absolu de la raison. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Or, aujourd'hui, plus personne ne veut étudier un homme comme on en étudie un autre. Tout le monde a des grilles biaisées. Le terme extrême droite, premièrement, on y met une charge morale, je ne vois pas au nom de quoi. Je ne vois pas au nom de quoi. Moi, à titre personnel, l'une des grandes épopées des modernes des Français, c'est la résistance. Bon, l'extrême droite, elle y était ou pas? Oui, elle y était. Et pas qu'un peu. Ce qu'on appelait l'extrême droite à l'époque, c'est-à-dire les camelots. Bon. L'Action française, bon, très bien. Eux, ils y ont été quand même. Faut pas déconner.
Le général de Gaulle n'est pas un gauchiste en Sarwell, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, pour le coup, on est l'antithèse de l'homme soja. Bon. Donc, ce qui ne veut pas dire, et d'ailleurs les camarades communistes qui y étaient aussi, n'étaient pas des hommes soja non plus. Hein, l'homme soja, il est à l'hôtel du Parc à Vichy, et il est allé dès 1941 devant l'amiral Leahy, représentant de Roosevelt, pour dire « j'ai collaboré un peu, mais quand les Américains arriveront, pitié, épargnez-moi ». Lisez la Croix-Rouge, vous allez voir les listes, c'est impressionnant. Hein, les gens qui sont passés d'une collaboration à l'autre. Hein, impressionnant. Or, le problème, c'est que l'extrême droite, ça ne veut rien dire. Si on prend les familles de droite radicale, le terme radical n'est pas un terme ni péjoratif ni amélioratif, on appelle radical quelqu'un qui prend un problème à sa tête. Donc, si vous voulez, ceux qui ont les solutions les plus, disons, les plus prononcées. C'est-à-dire qui ne pensent pas qu'on règle les problèmes sociétaux par des mesures doucereuses. Tout comme il y a une gauche radicale. Bien, cette droite radicale, elle pèse quoi en France ? 3%, 4%, pas plus. Vous mettez les néo-païens, les catholiques durs, etc. C'est-à-dire les gens qui ont des modèles de sociologie très éloignés de la moyenne. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont des idées qui peuvent être tout à fait positives. Et en tout cas, ils ne sont en aucun cas un problème de sécurité publique. En aucun cas. El famoso terroriste d'extrême droite, pour l'instant, on est plutôt dans plus des leveurs de coudes que des leveurs de bras, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout comme d'ailleurs, le mythe rappelez-vous l'affaire de Tarnac, le mythe du gauchiste le couteau entre les dents, enfin, on parle plutôt de gens qui sortent de la fac de sociaux pour monter des épiceries véganes. Si vous voulez, est-ce réellement un problème d'ordre majeur ? Bon. Donc, à un moment, il faut sortir de la société de la peur. Il y a des micro-sociologies en France de tout type, qui d'ailleurs toutes ne sont pas négatives, et peut-être même d'ailleurs qu'il faudrait nous intéresser à ces démarches alternatives, parce que nous pourrions y trouver quelque chose nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple, les gens qui vivent en autonomie, moi, ne m'effraient pas. Moi, le mythe du survivaliste cinglé, si vous voulez, moi je ne vois pas ça dans les statistiques de sécurité intérieure. Moi j'estime que ce sont des gens qui retournent à une économie locale de responsabilité, qui veulent protéger leur famille. Ce sont donc des citoyens. Le citoyen, c'est ça à la base. C'est pas réfugié welcome, quinoa et travestissement. C'est pas ça la citoyenneté. Si vous voulez, Rome ne nous a pas légué ça. Bon, parce que notre vision citoyenne, elle est avant tout romaine. Bon. Donc, l'extrême droite, ça n'existe pas. Enfin, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un mot manipule. C'est-à-dire, c'est un mot qui se pense descriptif et qui, en réalité, vous met un biais mental. Or, le problème de la presse, c'est très simple. Et d'ailleurs, nous avons été trop doux avec la presse. Il faut demander la fin des subventions publiques à la presse. Je suis désolé. Moi, je suis quelqu'un pour qui le service de l'État est quelque chose d'important. Ils font partie de l'emploi public, parce qu'avant tout, leur premier poste de revenu, c'est de l'argent public. Donc ils ne sont pas fonctionnaires parce qu'ils n'ont pas le statut, mais ils font partie de l'emploi public, et donc ils n'ont pas à nous cracher à la gueule. Ou alors, je refuse de payer. Moi, je tiens une revue trimestrielle, et je n'ai jamais demandé d'argent public à qui que ce soit. Donc, moi, je dis à ces gens, chers collègues, vous allez vivre comme moi. Vous allez bosser. Alors, je sais que pour vous, c'est très conceptuel, le travail. Hein ? C'est très conceptuel. Mais, vous inquiétez pas, hein, on se fait à tout. Parce que ça ne peut plus durer comme ça. La première règle de la démocratie, c'est l'iségorie et l'isonomie. L'isonomie, égalité devant le droit, iségorie, égalité devant la parole. Moi, je suis désolé, il faut redéfinir les règles d'accès au débat public, c'est-à-dire que dans un cadre électoral particulièrement, l'égalité de temps de parole n'est pas négociable. Le temps des commentateurs doit être ajouté au temps du candidat qu'ils soutiennent, et donc ouvrir le droit à un accès égal de parole au candidat qui est visé par cette presse. Sinon, ce n'est pas la démocratie, très bien, c'est
rien de plus qu'un régime oligarchique, où vous avez les macronistes, où vous avez 50 nuances de macronistes, hein, tant qu'on est dans la littérature de gare. Donc à la fin, vous avez, sans la souveraineté et sans la conscience nationale, l'équivalent d'un grand parti unique. Donc vous avez et ce soit dit sans aucune agressivité vis-à-vis de nos amis chinois, vous avez l'équivalent du Parti communiste chinois. Là, vous avez une presse qui représente la totalité du bloc du PMU, hein, du Parti maastrichtien unifié, et vous avez là le parti unique macroniste, c'est-à-dire eurolibéral. Bon. Et la presse n'en est que le miroir sur argent public. Et bien ça, on a été trop doux. Il faut dire, écoutez les mecs, moi je suis désolé, plus de financement étranger. Moi, il est anormal que des gens qui n'ont pas la nationalité française possèdent en France des médias, ou alors c'est pour tout le monde ou pour personne. Par exemple, vous avez le milliardaire tchèque ou machin, enfin l'oligarque venu de l'Est, qui possède 2 journaux macronistes, Franc-Tireur et Marianne. Bon, très bien. Donc 50 nuances de macronistes. Nous aurions un conservateur américain qui voudrait avoir un journal en France, on l'emmerderait. Donc je préfère à la rigueur que pas d'étrangers. Toutes les boîtes qui possèdent des journaux doivent mettre le logo sur le journal. Donc là, pour Le Figaro et quelques autres, ça va faire un choc les premiers jours. Hein, que vous allez avoir... et tout le reste, coopérative de journalistes. Vous n'êtes pas capable de le faire vivre, et bien c'est pas grave, vous vous mettez en liquidation judiciaire, comme tout le monde. Moi, je ne supporte plus que des gens qui ont des statuts protégés à l'extérieur du droit commun se permettent, que ce soit les pseudo-sportifs qui vivent tous en Suisse, que ce soit les représentants d'un cinéma français qui n'est rien de plus que de la merde en barre, et les journalopes, tous les trois qui se vivent de l'argent public, qui en plus sont des exilés fiscaux pour une bonne partie, et qui, dernier point, se permettent de cracher sur le bon peuple alors que c'est lui qui les subventionne, eh bien tous ces gens-là doivent être renvoyés à l'économie de marché. Nous verrons comment ils y survivent, parce qu'ils n'ont pas à usurper la parole publique. Hein, comme disait un présentateur de la soirée des Oscars, c'est pas quand on a passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg qu'on a nécessairement le droit d'emmerder le bon peuple. Donc, le problème, c'est de rétablir l'iségorie, et donc égalité de temps de parole et liberté d'expression totale. Moi, je suis un partisan de l'équivalent d'un premier amendement. Alors oui, ça donnera l'occasion à des dingues de dire des dingueries, mais je rappelle que même dans la jurisprudence libérale qui a été la nôtre jusqu'à la loi Pleven, eh bien, le fait de dire des conneries était un droit constitutionnel. On s'en portait pas plus mal. Alors pendant son discours au Champ de Mars le soir du 24 avril, Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait conscience que de nombreux électeurs n'avaient pas voté par adhésion à son projet, mais par rejet de Marine Le Pen. Il a expliqué que le vote de ces électeurs l'obligeait. Il a également parlé d'une ère nouvelle qui ne serait pas dans la continuité des 5 ans, qui s'achève, et il a évoqué une méthode refondée. Alors à quoi pourrait ressembler ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron pour vous? Le précédent empire. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un mandat plus apaisé ou qu'il y avait beaucoup de... Bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Là, attendons quelques jours et... D'ailleurs, on n'a pas eu à les attendre, parce que le mandat très apaisé va commencer par un 49-3 sur les retraites. Dixit, Bruno, le renouveau. Il dit que c'était une possibilité. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Là, vous savez, l'avantage de ces gens-là, c'est qu'avec eux, hein, le pire n'est pas une option, le pire est certain. Donc, non, si vous voulez, on ne donne pas un quitus à un déséquilibré sans qu'il en profite. Non, il ne fera pas un mandat chiracien, il n'en est pas capable. Il n'en est pas capable, pour lui, l'unité du peuple, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il est incapable d'intérioriser. Lui, il est là pour les siens, et la seule, à la rigueur, idée qu'il ait, c'est la xénocratie. C'est-à-dire de donner le maximum à l'étranger. Bon, dans son cas, lui, c'est l'obsession qu'il a pour la germano-servilité, mais non.
Emmanuel Macron est et reste ce qu'il est, c'est-à-dire la créature la plus caricaturale du système xénocratique français. Point barre. Alors on a eu les élections législatives qui approchent à grands pas. Un sondage OpinionWay mené pour CNews ces jours-ci indiquait que 63% des personnes inscrites sur les listes électorales étaient favorables à une cohabitation pour le second mandat d'Emmanuel Macron et qu'une personne sur 3 ayant voté pour lui au second tour ne souhaitait pas qu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée. Quel est l'état des forces en présence selon vous pour les législatives et est-ce que Emmanuel Macron peut obtenir une majorité à l'Assemblée nationale sans chercher de coalition? Alors, il y a deux possibilités. Je pense qu'il aura une majorité de toute façon. Soit il l'aura sur une grande assemblée macroniste, c'est la thèse du camarade Pierre Gentillet. C'est une thèse qui est tout à fait crédible. Ce serait le pire. Parce que là, si vous voulez, ce serait le dingue en roue libre. Soit il va faire une cohabitation, ce qui est une sorte de cohabitation, mais comme Mitterrand en 88, c'est-à-dire qu'il va avoir tous les ralliés et tous les gamelards de partout, et il devra équilibrer entre le nombre de chiens et le nombre de gamelles. Donc, parce que vous avez tous les gamelards qui se pointent, vous avez donc... Alors, bon, vous avez les gamelards malchanceux, vous avez Manuel Valls, qui mérite qu'on le cite. Parce que de toute façon, à mon avis, il obtiendra que ça, déjà et d'une. Deuxièmement, il est quand même dans l'aplaventrisme, un niveau légende qu'on a rarement vu. Et vous aurez les gamelards heureux. Les hommes qui arrivent avec Sarkozy, gros contingent LR, les hommes du post-Parti socialiste, évidemment M. Jadot, qui n'attendait que ça. Enfin, Emmanuel a eu une œillade pour lui. Il a fait même dire à un de ses laquais, de troisième rang, mais peu importe, on peut gouverner avec Yannick Jadot. Alors là, le Jadot qui déjà n'en pouvait plus de lui-même, maintenant n'en peut plus tout court. Et donc vous allez avoir le grand rendez-vous des gamelards, qui chacun auront leur petit poste législatif, ce qui va rendre la majorité très friable, modèle Mitterrand 88. C'est un autre scénario qui est une forme d'un côté de cohabitation, mais de cohabitation du pire avec le pire, donc ça ne changera strictement rien. Mais mieux vaut ça qu'une assemblée entièrement faite de marcheurs, qui communient dans une espèce de parti secte et de parti secte avec des gardes-chiourmes de la qualité de Christophe Castaner, c'est-à-dire dernier étage, tout le monde descend. Mieux vaut ça. Donc ça, de toutes les manières, il aura une majorité. Je pense que ceux qui vendent la cohabitation avec la force contraire mentent. Je crois que Jean-Luc Mélenchon ment, il est trop intelligent pour croire à ça. Je pense que c'est une bonne idée de M. Bompard, qui est quand même l'homme qui a refait de la LFI un parti de gauchistes, qui a dit à Mélenchon, bon, on va collaborer en tant que bon social traître, mais il va falloir de la vaseline pour nous abrutir d'électeurs. Tiens, et si on t'élisait Premier ministre ? À mon avis, c'est vraiment... Ça sent la discussion de fin de soirée arrosée, qui part avec la dernière idée à la con du dernier qui a parlé qui a raison. Voilà, j'ai trop vécu de conciliabules politiques qui se terminent par une idée de ce type-là. Je vois tout à fait comment ça peut naître, et comme dirait l'autre, ça naît d'un cerveau malade. Et Mélenchon ment, évidemment. La seule chose qu'il veut, c'est peut-être la place de premier opposant, mais qui lui servira à quoi d'ailleurs? À rien. Parce que de toute façon, Mélenchon joue son dernier tour de piste, que les couteaux s'affûtent déjà parce que les indigénistes commencent à en avoir marre de devoir supporter Ruffin, Poil de Carotte et Corbière. Donc ça va vite aller, quoi. De toute manière, et d'ailleurs, c'est pour nous, il va falloir être très doux avec les 12% de mélenchonistes qui ont voté pour nous pour faire barrage à Macron, plus toute la part de ceux qui sont allés dans l'abstention et toute la part de ceux qui vont se rendre compte que Mélenchon leur a menti et qui vont commencer à se dire qu'entre eux et l'État servile, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, la nation, c'est ce qui fait de nous des hommes libres. Les droits de l'homme et du citoyen. Quand on vous retire la citoyenneté, à la fin, on vous retirera vos droits. Donc la nation est la seule chose qui vous garantit de l'État servile. Et on n'est jamais
Tout comme de l'État barbare, on n'est jamais plus qu'à ça de l'État servile. Vous savez, là, comme disait Vladimir Poutine, pardonnez-moi l'horesco référence, la vie est une petite chose fragile, la liberté encore plus. Vous voyez ? Et la nation, c'est la forme de la liberté nationale. On vous enlève ça, on peut faire ce qu'on veut de vous. Et malheureusement, les peuples d'Europe de l'Ouest vont vite le comprendre. Parce que c'est ce qui se dessine un peu partout, et Macron est la plus belle fleur de ce régime-là, c'est-à-dire d'une sorte de crédit social rose bonbon, c'est-à-dire d'une sorte de gigantesque épisode de Polly Pocket carcéral. C'est-à-dire bonbons, poney, homme soja et des barreaux autour pour pas que vous en sortiez. C'est-à-dire une sorte d'Union soviétique multicolore et avec des paillettes. L'horreur absolue. L'horreur absolue. Ce que Limonov appelait le grand hospice occidental, qui est en train de refermer ses portes sur nous. Et est-ce que vous pensez que les partis comme les partis politiques traditionnels comme les Républicains et le Parti Socialiste, dont les candidates ont obtenu moins de 5% des suffrages au premier tour de l'élection, ont encore un avenir Autonome de la Macronie, ni l'un ni l'autre. Autonome de la Macronie, ni l'un ni l'autre. Je pense que Mme Pécresse a soldé les comptes des traîtres au gaullisme. Alors même si le peroxydé Wauquiez pense qu'il va emporter la mise, à titre personnel j'y crois très modérément, mais il va essayer, il n'y a aucune raison qu'il n'essaie pas. Il peut maintenir les Républicains par les réseaux que j'appellerais de tambouille locale. Vous savez, comice agricole, tous ces trucs-là, que les Républicains sont très doués pour faire ça. Mais ça va leur garantir quoi? Ils partent déjà de 100 députés au groupe, dont 60 ne demandent qu'à trahir. Or, la plupart, est-ce que déjà les Républicains arriveront à s'imposer lors de triangulaires? C'est même pas dit. Déjà, est-ce qu'ils seront à 12,5% des inscrits pour pouvoir décrocher le deuxième tour de la triangulaire? C'est pas dit. Donc, moi, à titre personnel, alors bon, il y a la possibilité également de faire des alliances. Mais ils ne feront jamais d'alliance avec le camp national. Ce ne sont pas des nationaux. Ils nous détestent. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est un macronisme avec eux dedans à la place de Macron. Parce qu'à la fin, et c'est normal, quand vous n'avez pas de souveraineté, toute la vie politique est une imposture. Toute la vie politique est ce qu'on appelle une théâtrocratie, comme dirait Platon. Et le problème de la théâtrocratie, c'est que comme il n'y a plus d'enjeu, eh bien, il n'y a que l'identité du premier rôle qui importe. Donc tout le monde veut être Emmanuel à la place d'Emmanuel. La droite, au sens large, essuie une troisième défaite consécutive à l'élection présidentielle. Au soir du second tour, Éric Zemmour a pour sa part appelé à l'union des droites en vue des législatives, expliquant que c'était une nécessité et un devoir. Est-ce que vous pensez que cette union est indispensable pour permettre à la droite de renouer avec la victoire, et est-ce que cet appel a une chance d'être entendu? Est-ce qu'il sera entendu? Non, parce que je pense que l'objectif majeur du Front National, enfin du Rassemblement National, pour les législatives, c'est de tuer Reconquête. Avec en plus un aspect huis clos familial assez triste, la tante contre la nièce, etc. Bon, très bien. C'est dommage que la cause en vienne là. Éric Zemmour a donc tout à fait raison d'appeler à l'unité, puisqu'en plus il fera porter le poids de la désunion sur ceux qui vont la refuser. Il aurait pu le demander bien avant, mais je ne suis pas certain que ça l'intéressait à l'époque. Et ça a beaucoup joué d'ailleurs dans son propre échec relatif. Le problème, c'est que Reconquête, et on peut dire la même chose pour Nicolas Dupont-Aignan, peut faire rater les 12,5% d'inscrits au Front National et donc réduire le nombre de triangulaires. Or, il faut savoir que les oppositions à Macron, qu'elles soient républicains, Reconquête, souverainistes, Front, ou même LFI, n'auront des députés que si elles ont des triangulaires. Manque de bol,
je pense, et ça, je suis entièrement d'accord avec mon camarade Pierre Gentil là-dessus, que Mélenchon sacrifiera ses hommes pour avoir le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il préférera retirer les candidats LFI face à En Marche plutôt que de prendre le risque d'avoir un député Front National de plus. Il achèvera là sa trahison vis-à-vis de son propre électorat, qui est aujourd'hui divisé en 3, les bobos, puisqu'il a repris les bobos, les alternatifs socialisants, quoi, le Midi Rouge, et une partie, enfin, d'ailleurs c'est pas divisé en 3, c'est 2 grosses parties, une petite partie à côté, qui sont ce que vraiment l'anti-France, c'est-à-dire les woke plus les woke plus les barbus. Bon, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais le problème, c'est que si nous ne faisons pas d'alliance intelligente, on ne se rend pas compte qu'Emmanuel Macron peut détruire le pays. Hein. Il en a la volonté, ses hommes en ont la volonté, donc soit nous trouvons un accord, y compris d'ailleurs avec des ralliés de LR, bon, ça ne me fait pas plaisir, je ne vous le cache pas. Bon, vraiment, si c'est des gens comme Julien Robert, c'est pas grave. Si c'est autre chose, il ne faut quand même pas déconner, quoi. Si c'est pour sauver Nadine Morano, on me dirait elle est au Parlement européen. Donc, si c'est pour sauver les post-sarkozystes, alors que Sarkozy lui va trahir pour un allègement de son bracelet électronique, hein, ce qui est normal, hein, c'est une petite nature, donc c'est lourd à porter. Hein, et puis il a de petites chevilles. Donc nous n'aurons pas le choix, parce que si tout le monde y va, on va rater les 12,5% des inscrits, on n'aura pas de triangulaire et on n'aura pas de groupe. Point barre. Et donc, on va encore être à l'Assemblée pour rien, à regarder passer les trains. Mais je crains qu'une partie de l'état-major du Front, lui, soit plutôt dans une optique de vengeance interpersonnelle, parce que la campagne, on ne l'a pas assez souligné, les militants Reconquête de terrain et les militants Front de terrain s'en sont tellement mis sur la tronche par réseaux sociaux interposés. Nous avons distillé au sein de gens qui ont quand même une base commune, quoi qu'on en pense, nous avons distillé une haine, et malheureusement ça on va le payer. Et est-ce que vous pensiez que le Rassemblement national, qui avait obtenu seulement, même moins de 10 sièges en 2017 à l'Assemblée nationale, a une chance de faire mieux cette année? Et comment vous expliquez aussi cet écart par rapport au présidentiel et au score qu'ils font législatif? Premièrement, il y a la démobilisation. Deuxièmement, il y a le mode de scrutin qui est très raide pour les partis d'opposition. Et le fait de ne pas faire d'alliance à l'échelle locale et de ne pas avoir d'appareil solide à l'échelle locale fait que vous payez le reste. Parce qu'il y a une part très légère. Alors, il n'y a pas d'effet député. Les Français sont attachés à la circonscription. Ils ne sont pas attachés aux députés. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que pour eux, il y a un aspect d'affaires locales dans la députation. Mais ça joue à la marge. Par contre, la personnalité du député, sauf cas vraiment marginaux, pot de balle. Pot de balle. D'ailleurs, beaucoup de députés s'illusionnent. Dès qu'ils changent d'étiquette pour une étiquette plus petite, ils passent de 20 à 3 et ils ne comprennent pas. Parce qu'ils imaginent que le mandat est à eux. Non. Je pense que le Front, en particulier s'il s'oriente vers la chasse aux autres nationaux, de toute façon, ratera les triangulaires. Et aussi, il faut être très honnête, ça va démobiliser pour les votes de deuxième tour ceux qui ont été chassés, donc les souverainistes ou les hommes de reconquête. Eh bien, ils n'iront pas voter au deuxième tour des législatives. Et donc, le Front sera encore caramba, encore raté. Donc, et le pire, c'est qu'attention, l'argent public au premier tour vient et se fait au premier tour des législatives, mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi avoir de très mauvaises surprises, c'est-à-dire une forte démobilisation de notre électorat, et que beaucoup de partis nationaux aient du mal à boucler les fins de mois. Hein. Et je rappelle également que des partis comme le Rassemblement national sont des partis qui sont perclus de dettes. Donc il va falloir équilibrer les problèmes. Et pas nécessairement faire passer les autres comme la source de tous nos maux. Et ça qui est d'ailleurs un des points
que le camp national, qui affaiblit durablement le camp national, parce que c'est une très mauvaise habitude qu'on a pris il y a très longtemps. Alors, le politologue Jérôme Fourquet a expliqué que le nouveau mandat d'Emmanuel Macron risquait d'être marqué par une décomposition politique avancée. Il a tout à fait raison. Le journaliste Yvan Rioufol, lui, a parlé de crise de la démocratie et de crise de la représentativité. Est-ce que vous partagez ces points de vue? Est-ce que cette décomposition politique et cette crise démocratique se poursuivent? En fait, quelles pourraient en être les conséquences à terme? Le retour de la violence comme levier politique traditionnel. De toute façon, Emmanuel Macron l'a choisi. Que dès qu'il y a un mouvement qui ne lui plaît pas, il envoie les chiens de garde journalistiques pour préparer la répression, c'est-à-dire il déshumanise, comme le ferait n'importe quel despote, ses opposants, et ensuite il envoie la milice républicaine. On ne se rend pas compte que, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que les Français aujourd'hui penchent vers leur armée plutôt que vers leur police, parce que, si vous voulez, le corps le plus intègre encore, ça reste l'armée. Aujourd'hui, là pour le coup, je suis d'accord avec une partie des mélenchonistes, il y a un vrai problème avec l'état de la police française, un vrai problème. Vous pensez que justement la police peut parfois être utilisée comme une forme de garde un peu prétorienne du régime? Ah mais c'est ce qu'elle veut être. Moi je suis désolé, moi j'ai eu un LBD dans les mains, quand vous visez le visage de quelqu'un, vous le visez. Et ça, c'est pas les ordres. C'est pas les ordres. Rien ne vous y oblige quand vous êtes en intervention, sauf votre propre sadisme. Ce qui veut dire quand même que nous avons promu des contingents entiers d'hommes à uniforme dont on les maintient sous l'uniforme pour les différencier de la racaille qui elle-même a des uniformes, hein, le froc à chier dedans traditionnel. Donc c'est uniforme contre uniforme. Mais malheureusement, c'est les mêmes mecs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un pourrissement des forces de police. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a amplifié en mettant le pire de l'administration, le cas typique, le chevènementiste, vous savez, cette espèce de grande casquette avec une petite tronche dessous, le fameux préfet allemand. Hein, peu d'hommes ont été aussi bien nommés. Voilà ce qu'est les forces constabulaires françaises, c'est-à-dire des gens qui gèrent le désordre face aux populations qui mettent le désordre et n'appliquent l'ordre que l'ordre du donneur d'ordre. C'est-à-dire ils appliquent l'ordre politique aux innocents et ils gèrent la société comme une gigantesque parc à thème pour la racaille, c'est-à-dire pas trop les enfants. Amusez-vous, mais ne vous lâchez pas. Donc oui, ça va détruire le socle politique traditionnel, ça va finir par liquider, c'est fait pour liquider la cohésion nationale, pour avoir ce qu'on appelle une tyrannie anomique, c'est-à-dire le tyran en haut et la dissociété en bas, et eh bien à la fin, soit la société se recoagule face au tyran, soit la société se détruit, c'est-à-dire tous les liens sociaux se détruisent, et là, hélas, c'est la fin d'un monde. Là, pour le coup, c'est la fin d'une civilisation. C'est possible. C'est du moins le projet de ces gens-là. Donc, et malheureusement, beaucoup, la grandeur n'intéresse plus les peuples occidentaux, énormément de chefs d'État occidentaux sont comme Emmanuel Macron. Au moins, c'est le même problème en Italie, c'est le même problème aux États-Unis avec le couple infernal Kamala Harris, Joe Biden, c'est-à-dire des gens qui laissent leur société se dissoudre. Alors si nos auditeurs ne devaient retenir qu'un seul point de cet entretien, quel serait-il pour vous? Il faut qu'on se parle et il faut qu'on bosse. Parce que la France est en danger de mort. C'est aussi simple que ça. Et la France, ce n'est pas rien pour le monde. La France, c'est cette empêcheuse de penser et de tourner en rond qui un jour a dit au monde que la liberté nationale existait. Pas oublier que la souveraineté, c'est nous qui l'avons créée. Tout ça, c'est nous qui l'avons créé. Et nous avons dit au monde que l'homme pouvait être plus pouvait être plus qu'un tas de bidoches. Et quand nous nous éteindrons, si nous nous éteignons, cette idée-là partira avec nous. Et je ne suis pas sûr que ce qui a fait que l'homme vaut d'être vécu y survive.
me direz, c'est beaucoup pour un pays qui est une puissance moyenne, mais la France, c'est infiniment plus que ce qu'on imagine. Et il suffit de voir le nombre d'hommes qui continuent à croire en elle par-delà les mers, parfois plus que ce que nous méritons. Et c'est pour ça qu'il faut être à la hauteur de ce qui est encore une grande nation. Et même si nous n'avons pas envie de porter ce poids historique, eh bien, nous avons une malédiction parmi les autres peuples occidentaux, c'est que nous continuons à faire des enfants, donc nous le devons à nos enfants. Ou alors on peut aussi faire la stratégie Lemming, et puis point barre. Bon, très bien, vous savez, personne ne regrettera l'Occident. Hein. Mais, à titre personnel, je pense que nous devons aller vers la vie. Après, je suis père de famille, vous me direz, je crois ce que j'ai intérêt à croire. Mais, voilà. Mais pour ça, il faut se parler, s'écouter, ce que nous faisons rarement, et combattre. Parce que nous sommes des êtres paisibles, mais a priori, nous sommes en face d'un homme pour qui le monde est un grand supermarché où tout est gratuit, et où il entend, lui et les siens, se servir à notre détriment. Donc quand quelqu'un vous fait la guerre, soyez poli, rendez-lui la monnaie. Merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron. Merci à vous.